par aborder la déspécialisation partielle ou restreinte des activités du locataire. Il existe une procédure de déspécialisation qui permet aux locataires de modifier leur activité. Cette procédure de déspécialisation peut lui permettre d'adjoindre à l'activité autorisée au bail des activités connexes ou complémentaires, c'est ce qu'on appelle une déspécialisation partielle ou restreinte, et de transformer le fonds, c'est ce que l'on appelle une déspécialisation plénière. Il existe des dispositions spécifiques lorsque cette transformation est causée par le départ en retraite du locataire ou par son incapacité physique. La clause interdisant la déspécialisation. Si un bail commercial comporte une clause qui a pour effet d'interdire au locataire de procéder à une déspécialisation, ces clauses sont réputées non écrites. Pourquoi ? Eh bien, parce que les règles de la déspécialisation sont inscrites au sein de l'article L. 145-47 du Code de commerce. Elles sont donc d'ordre public. Citons quelques exemples. Dans une affaire jugée par la Cour de cassation en 1991, une clause prohibant l'exercice de toute autre activité que celle prévue au bail était donc inscrite dans le contrat de location. Le locataire a pourtant exercé une autre activité que celle prévue au bail. Mais la présence de cette stipulation a empêché le bailleur de faire exécuter sa clause résolutoire. Dans une autre affaire, le bail commercial avait été conclu en même temps qu'un contrat de franchise. Celui-ci formait un tout indivisible avec le contrat de franchise, ce qui obligeait le locataire franchisé à exercer son activité au sein du local loué, mais sous une enseigne déterminée pendant toute la durée du bail. La Cour de cassation a considéré en 2000 que cette clause interdisait au locataire de faire appel à sa faculté de déspécialisation partielle du bail. Ce jugement pourrait s'appliquer quel que soit le mode de distribution choisi par le fournisseur, qu'il s'agisse d'une franchise, d'une concession ou d'un mandat. En 2018, la Cour d'appel de Paris a prononcé qu'une clause de non-concurrence était réputée non écrite. Les juges ont considéré que cette clause avait pour effet d'interdire au locataire de faire appel à sa faculté de déspécialisation partielle. En revanche, la Cour d'appel de Paris a fait savoir en 2018 qu'une clause qui interdisait à son locataire d'exploiter une activité de friterie n'avait pas pour effet d'interdire toute déspécialisation. La clause précisait que les lieux étaient loués à destination de fast-food, croissanterie préemballée sans friture et sans crêpes. Dans un ensemble commercial, un bailleur avait fait signer à un locataire des clauses restrictives librement consenties dans l'intérêt collectif. Mais la Cour de cassation a considéré que cette clause du bail, telle qu'elle était écrite, avait eu pour effet d'empêcher le locataire d'exercer sa faculté de déspécialisation. L'article L. 145-47 du Code de commerce autorise un locataire à ajouter une activité à celle qu'il exerce, dès lors que cette activité connexe est complémentaire et qu'elle est prévue au bail. L'adjonction d'une activité connexe ou complémentaire implique que le locataire exerce un commerce distinct. Il ne suffit pas d'une simple déclaration d'intention, comme de poser une enseigne. En 1990, la Cour d'appel de Paris a conclu que l'annonce publique d'une activité complémentaire présumait effectivement son exercice. Si le locataire ne se livre finalement pas à cette activité, il doit en apporter la preuve, conformément au principe général décrit par l'article 1353 du Code civil. Prenons cette fois encore quelques exemples. Par le passé, un charcutier prétendait n'avoir fait qu'utiliser le terme traiteur dans une publicité sans toutefois exercer effectivement l'activité de traiteur. Il prétendait donc ne pas avoir changé de destination, mais a été débouté car on a constaté que les locaux étaient largement suffisants pour pratiquer l'activité de traiteur et que même s'il n'avait qu'un seul apprenti, cette présence aurait pu être suffisante pour proposer des produits de traiteur. Alors, qu'est-ce qu'une activité connexe ou complémentaire ? Comme aucun texte ne définit cette notion, les tribunaux ont été appelés à se prononcer par le passé. Pour la Cour d'appel de Paris, dans un jugement rendu en 1983, une activité connexe à une autre est une activité qui a un rapport étroit avec elle. Ce rapport peut également être complémentaire, nécessaire pour un meilleur exercice de l'activité. Pour la Cour d'appel de Caen et dans un jugement rendu en 2002, la connexité entre deux activités implique une similitude ou une dépendance de ces activités due aux méthodes de travail qu'elles impliquent.
N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. La complémentarité entre deux activités sous-entend une nouvelle activité accessoire susceptible de favoriser le développement de l'activité déjà exercée, mais sans en modifier la nature. La Cour de cassation a ajouté en 1970 certaines conditions nécessaires pour qu'il y ait connexité ou complémentarité entre deux commerces. Pour les magistrats, il ne suffit pas qu'il y ait à la base une matière première commune, il faut également que ces commerces ne soient pas différents dans leur nature, dans leur mode d'exploitation, ni dans leur installation. Par ailleurs, le genre de clientèle à laquelle s'adressent ces deux commerces doit être le même. Prenons quelques exemples. Par le passé, une cour avait été appelée à juger un salon de thé qui proposait la dégustation de thé, café, chocolat et glace. Le commerçant voulait se lancer dans la vente de ces mêmes produits, argumentant qu'il y avait connexion et complémentarité. Les magistrats ont répondu le contraire, car la clientèle n'est pas la même. Dans un simple magasin de vente, la clientèle entre uniquement pour effectuer ses achats. Dans le cas d'une dégustation sur place qui nécessite un séjour plus prolongé, et souvent par groupe de personnes, il y a en supplément la nécessité d'utiliser du matériel adéquat et d'employer du personnel plus nombreux et qualifié. Il n'y a donc pas la même clientèle dans le cadre d'une vente que d'une dégustation. Il n'y a donc pas connexité ni complémentarité. Par ailleurs, les juges de la Cour de cassation ont rappelé que pour être connexe ou complémentaire, l'activité ne doit pas être déjà autorisée au bail. Prenons quelques exemples. Dans une affaire, un locataire était titulaire d'un bail qui précisait qu'il pourrait exercer dans les lieux loués le commerce de café déjà existant, ainsi que tous les commerces de luxe de son choix. Le locataire a alors souhaité adjoindre un commerce de restauration de luxe à celui du café, argumentant qu'il y a connexité et complémentarité. Les juges ont rappelé que dès lors que le bail autorisait l'exploitation de tout commerce de luxe et que le caractère luxueux du restaurant installé dans les lieux n'était pas remis en cause, il n'y avait pas connexité ni complémentarité. Pour la Cour d'appel de Paris en 1999, la présence d'une armoire à boissons chez un boulanger-pâtissier était une pratique courante. De fait, cette installation ne constituait pas une déspécialisation partielle. En supplément, l'activité adjointe doit obligatoirement être exercée par le propriétaire du fonds de commerce ou son exploitant. En conséquence, si une autre personne exploite cette activité, même s'il s'agit du fils du locataire par exemple, aucune connexité ou complémentarité ne peut être invoquée. Ainsi en a décidé la Cour d'appel de Riom en 1968. Pour la Cour de cassation et dans un jugement rendu en 1984, peu importe que l'activité envisagée soit prépondérante par rapport à l'activité initiale. L'article L145-47 impose seulement que l'activité envisagée soit connexe ou complémentaire. Dans une autre affaire pour laquelle l'arrêté a été rendu en 1977, un bailleur avait tenté de déclencher la clause résolutoire au motif que le locataire avait changé la destination des lieux. Le locataire exerçait une activité de cartonnerie dans un kiosque qu'il louait à usage de vente de presse, de journaux, de périodiques et de magazines. Puis il s'était mis à proposer à la vente une centaine de journaux Sud-Ouest. Le reste du magasin était occupé par la vente de cartes postales. La Cour de cassation a rejeté la demande du bailleur au motif que, même si l'activité de carterie était devenue prépondérante par rapport à celle de la vente de journaux périodiques et de magazines, l'activité de carterie était tout de même complémentaire à l'activité ancienne. Mais ce n'est pas tout, car la nouvelle activité ne doit pas se substituer à celle autorisée par le bail, car un changement complet d'activité ne constitue pas une extension. Je vous propose à nouveau quelques exemples. Un gérant était titulaire d'un bail commercial à destination de bars, restaurants, dancing, cabarets. Puis il a souhaité exploiter une activité de bowling dans les lieux loués. La Cour d'appel de Versailles a considéré en 2009 que sa demande ne remplissait pas les conditions de la déspécialisation partielle. Pourquoi ? Eh bien parce que la surface du dancing cabaret était inférieure à la superficie nécessaire pour exercer l'activité de bowling. Ainsi, l'activité de bowling ne serait pas complémentaire à celle déjà exercée, mais se substituerait nécessairement au dancing cabaret. Plusieurs fois par le passé, la Cour de cassation a jugé que les juges du fond ont le pouvoir souverain de déterminer si une activité présente un caractère accessoire
ou complémentaires. L'article L145-47 alinéa 2 du Code de commerce les invite d'ailleurs à tenir compte de l'évolution des usages commerciaux. La Cour de cassation demande ainsi au juge du fond de rechercher automatiquement quels sont les usages en la matière. Les tribunaux ont par le passé très souvent été saisis afin de se prononcer sur le caractère connexe ou complémentaire des activités exercées au sein des lieux loués. Leurs conclusions ont souvent été purement empiriques, dépendant largement de l'époque à laquelle elles ont été rendues, ainsi que du lieu concerné.